Chers amis résistants, bonjour. En ce mercredi 5 novembre 2025, je viens commenter l'actualité dans l'esprit qui est le nôtre, celui du biocentrisme, c'est-à-dire de la vie d'abord. Je constate que les journalistes, les essayistes, les philosophes, les écrivains, même les romanciers, les historiens, prennent la mesure de ce que je dénonce déjà depuis de nombreux mois dans cette chaîne, à savoir la montée sur la planète d'un vent mauvais, d'un esprit de régression qui tend vers l'autoritarisme, la tradition, les hostilités, les haines, les rancœurs et le mépris de la science, le mépris de la vérité et des faits, le mépris des droits de l'homme et plus encore, bien sûr, ceux de la nature et du vivant. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, des forces malfaisantes veulent nous imposer des régressions et insultent l'assistanat, la solidarité, la bienveillance et l'amour du vivant. Ces forces réactionnaires veulent supprimer tous les organes de protection de la nature, et en France notamment, l'Office français de la biodiversité. Ces forces réactionnaires veulent abroger toutes les normes qui protègent la santé publique, la biodiversité, le climat, les droits sociaux, pour permettre à quelques oligarques de s'enrichir toujours plus au détriment de la justice sociale et au détriment de la viabilité de la Terre. Voilà où nous en sommes. Alors, je m'interroge et je cherche dans la science, dans la médecine, la psychiatrie, la biologie, l'ethnographie, d'où viennent cette pulsion qui pousse une fraction de l'humanité à des régressions qui l'amènent de malheur en malheur jusqu'à la malheur final. Alors, d'où vient l'homme? Et qu'est-il par rapport à l'ensemble du vivant? La vie est apparue sous la forme actuelle de cellules avec de l'ADN il y a 2 milliards d'années après la grande oxydation. Et puis la cellule s'est dotée d'un noyau, et le noyau a fait que d'autres bactéries se sont intégrées à la bactérie initiale pour donner des mitochondries dans les cellules, puis les cellules se sont groupées en organismes, puis les organismes ont évolué jusqu'à notre époque, jusqu'au cheval, jusqu'au porc, jusqu'à l'homme et jusqu'à l'oiseau. L'homme n'étant jamais qu'une espèce animale parmi d'autres. Alors, cette espèce, plus spécifiquement, et sans entrer dans des développements qui nous demanderaient des heures, d'où vient-elle? On sait maintenant, par la paléontologie, que nous avons un ancêtre commun avec 2 espèces de primates. Il y a 7 milliards d'années, le DAC, le dernier ancêtre commun, a donné naissance à 3 lignées, les hominidés, dont nous sommes issus, les grands chimpanzés et les bonobos. Nos amis et cousins, les gorilles et les orang-outans, s'étaient, eux, séparés de cette branche commune il y a à peu près 25 millions d'années. Donc, il y a 7 millions d'années que le dernier ancêtre commun des grands chimpanzés, des bonobos et des hominidés existait. Or, parmi ces 3 branches, il s'avère que 2 se caractérisent par un esprit, disons, querelleur et vindicatif. Ce sont les grands chimpanzés et les hominidés. Les bonobos, eux, ont des mœurs plus pacifiques et règlent autrement les conflits qu'il pourrait y avoir entre eux. L'homme est donc un primate relativement agressif. Vous en savez quelque chose. Quand on relit l'histoire, elle s'est faite à coups d'épée et à coups de guerre. Dans vos rassemblements, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient dans les milieux de travail, qu'ils soient syndicaux, politiques, dans les partis, dans les associations, les humains sont portés à la chicane, à la querelle, à la division, à chercher, comme on dit, des poux dans la tête du voisin, parce que c'est un besoin. C'est un besoin humain
de se quereller, d'être en conflit et de ne pas savoir comment en sortir. Et c'est sans doute ce qui explique que par moments, quand les gens sont aigris, qu'ils sont en colère, qu'ils sont mécontents de leur sort, qu'ils se sentent frustrés, qu'ils se sentent coincés quelque part, ils réagissent en voulant donner des coups de bâton. Alors c'est des fois matériel, vraiment des vrais coups de bâton, ou des coups de fusil. Ou, sur le plan social, essayer de renier un petit peu les droits sociaux de ceux qu'on n'aime pas. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qu'on n'aime pas. Ça, c'est l'esprit humain. Et l'esprit humain a sans doute fait que notre espèce, là où elle apparaît, a fait disparaître toutes les autres. Alors on peut s'interroger au niveau préhistorique pour savoir si l'Homo sapiens, donc nous, avons fait disparaître l'homme de Néandertal ou les Denisoviens qui peuplaient l'Asie il y a 50 000 ans. C'est possible, ce n'est pas sûr non plus. Peut-être que des considérations génétiques ont fait que ces espèces d'hominidés ont disparu spontanément. Mais on ne peut pas exclure non plus que nous en soyons à l'origine, parce qu'on a fait disparaître tant d'espèces, et nous sommes tellement portés à la destruction. Regardez autour de vous, les gens ne pensent qu'à conquérir, qu'à dominer, qu'à domestiquer. Ils voient une montagne, même de 8000 mètres de haut, il faut qu'ils montent au sommet. Pourquoi ? Pourquoi monter au sommet ? Pourquoi aller partout ? Pourquoi tout posséder, tout conquérir ? Ça, c'est l'esprit de l'homme. Mais sans se poser la question de savoir si cette conquête lui apporte vraiment quelque chose, à part le goût de la domination et de la conquête. D'où vient cette pulsion qui pousse les gens à mettre la botte sur toutes les parcelles du sol qu'ils foulent? D'où cela vient-il? Et c'est ce qui est inquiétant, et ce qui fait peut-être que notre espèce ne sera jamais qu'une impasse évolutive, et que dans quelques siècles ou quelques millénaires, elle aura été suppléée par d'autres espèces qui auront peut-être mérité davantage le titre de sapiens. Alors moi, je m'interroge quand on observe ce que l'on observe actuellement, les conflits internationaux, les haines sociales, les stratifications de la société en groupes opposés, les haines collectives ou petites, les gens qui, ayant de petits bras, tapent sur leurs voisins faute de pouvoir taper beaucoup plus loin sur leurs véritables adversaires. On voit ça tous les jours. On voit ça tous les jours. Alors, je voudrais vous inviter à une prise de conscience. Cette prise de conscience est la suivante. Nous avons acquis, par notre savoir, par notre science, par notre technique, une maîtrise de plus en plus grande sur le monde. Les hommes, autrefois, se battaient à coups de lance-pierre, puis à coups d'épée. Aujourd'hui, on peut se balancer des missiles intercontinentaux. On peut raser une ville. On peut tuer des milliers de gens par la chambre à gaz ou par le bombardement, l'un n'étant pas mieux que l'autre. D'ailleurs, on peut le faire. Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'il faut garder cette pulsion de mort? Est-ce qu'on ne peut pas en sortir? Est-ce qu'on ne peut pas faire que l'amour de la vie remplace ce goût de donner la mort? Et c'est pour cela que j'ai été, tout au cours de ma vie, un opposant à la chasse. Pourquoi? Parce que la chasse est en effet le symbole de cette violence. L'homme à la chasse, en Europe par exemple, dans tous les pays évolués, ne va pas quêter sa nourriture. Il va assouvir une pulsion de mort. Bien sûr, il ne faut pas le dire, parce que c'est gênant, parce que ça fait de la peine à Mathurin, qui est un petit peu un idiot de village, qui n'a que ça comme loisir, donc on est tolérant, on est bienveillant, en disant, bon, les bons sauvages, oui, il faut bien qu'ils se défoulent en allant tuer des lièvres et des chevreuils qui ne leur ont rien fait, mais parce qu'ils ont cette pulsion, tout simplement, sans même se poser la question de savoir, et la vie dans tout ça? Est-ce qu'il n'est pas plus beau de contempler et d'aimer la vie plutôt que de la supprimer? Alors, quel est le propre de l'homme dans tout ça? On a longtemps cherché à savoir quel était le propre de l'homme, parce que nous sommes des animaux. Nous naissons, nous nous reproduisons, nous nous comportons, nous mangeons, nous buvons, et nous mourrons comme n'importe quel mammifère. Nous sommes des mammifères. Nous sommes biologiquement des animaux. Est-ce qu'il y a un propre de l'homme? Sans doute. J'en suis même persuadé. Alors on a tout cherché, hein.
c'était la création des mythes. L'homme est le seul animal à pouvoir concevoir des mythes pour expliquer le monde. L'homme, le rire serait le propre de l'homme. Faire des outils serait le propre de l'homme. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure où on avance dans l'éthologie, c'est dans le comportement animal, qu'on se rend compte que tout ça n'est pas vrai. Alors, ce qui est vrai, c'est sans doute nos capacités cognitives. Et c'est vrai que quand on contemple un homme, par rapport à un cheval, par exemple, bien sûr, qui a un propre de l'homme. L'homme n'est pas un cheval. Mais le cheval n'est pas un hérisson. Le hérisson n'est pas une chouette hulotte. Donc le hérisson pourrait très bien dire, il y a le propre du hérisson. Oui, il y a le propre du hérisson, il y a le propre du cheval, et il y a le propre de l'homme, indéniablement. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire tout simplement qu'on est orgueilleux et qu'on se met sur un piédestal et qu'on pense qu'on est une espèce élue, une espèce au sommet de toutes les autres. Si tel était le cas, on se comporterait autrement. Il n'y aurait pas les bombardements sur Gaza. Il n'y aurait pas la guerre en Ukraine. Il n'y aurait pas Trump aux États-Unis si nous étions ce que nous croyons être et ce que nous aimerions être. Tout ça prouve qu'au fond, l'hominisation, c'est peut-être pour demain. Mes amis, je vous demande de développer notre chaîne, de la faire vivre, en la diffusant autour de vous, parce que comme il me plaît de le dire souvent, vous n'approuvez peut-être pas tout ce que je dis, et c'est très bien, parce que c'est pas fait pour ça, c'est fait pour réfléchir, mais vous ne l'entendrez pas ailleurs. Donc merci de l'écouter, et merci de le faire entendre. À bientôt!